Et on va commencer du coup par le CESU 83 qui va nous parler d'un escape game téléguidé. Merci Elodie. Donc vous avez 7 minutes d'intervention avec 3 minutes de questions. Tu parles là ou Non, normalement c'est bon si tout le monde m'entend. Alors bonjour, je suis Elodie Mazola, infirmière au SMUR et référente pédagogique au CESU 83. Aujourd'hui, je vous présente une innovation imaginée par le docteur Raleigh Dovy et développée dans le cadre de mon mémoire en pédagogie en santé. L'escape game téléguidé. Le téléguidage est un geste clé extrêmement complexe et pourtant très peu travaillé en conditions réelles. Depuis 2022, Alors, pourquoi cette innovation? Depuis 2022, les ARM, les assistants de régulation médicale, reconnus comme professionnels de santé, ont l'obligation de se former en continu. Au téléphone, ils disposent de quelques secondes pour analyser, décider et guider un témoin plongé dans une situation critique. Quels sont les enjeux? Renforcer leurs compétences techniques et non techniques. Communication, gestion de stress, guidage précis dans des contextes à très haute intensité tels que l'hémorragie, l'obstruction des voies aériennes ou l'arrêt cardio-respiratoire. Notre objectif était clair, trouver un dispositif réaliste, engageant et efficace capable de recréer l'émotion et l'imprévu. Jusqu'ici, les simulations se faisaient surtout entre pairs, utiles mais limitées. Nous avons donc conçu une formation pluridisciplinaire mêlant assistants de régulation médicale et non-soignants de l'hôpital, utilisés comme requérants simulés. Pour renforcer le téléguidage, nous avons créé un escape game scénarisé en domaine viticole, une modalité ludopédagogique immersive permettant aux ARM d'apprendre en action dans un environnement inattendu et surprenant. Notre méthodologie repose sur 3 axes complémentaires: la simulation pleine échelle, vécue dans des rooms immersives, le réalisme émotionnel grâce à un témoin non soignant dont la spontanéité apporte un réalisme unique. Le travail des ARM en mode escape room, guidage uniquement à la voix, depuis une room reproduisant la salle, le centre de réception et de régulation des appels, le CRA. L'ARM doit faire progresser un témoin novice, franchir les étapes et l'amener jusqu'au geste de premier secours. C'est ludique, stimulant et extrêmement formateur. Voici l'organisation du dispositif. En haut, 3 escape rooms, chacune avec une victime, un témoin et un facilitateur, tous plongés dans la même urgence, filmés en direct. En bas, vous voyez la room régulation où les ARM travaillent en mode dégradé, sans médecin régulateur disponible. Chaque ARM guide une seule room, uniquement à la voix. Le témoin entre, téléphone en main, et la simulation démarre. Après l'action, voici le moment clé, le débriefing. Tout est filmé et la vidéo est visionnée dans son intégralité. Les ARM se voient en situation réelle, identifient leurs forces, leurs automatismes, mais aussi leurs axes de progression, d'amélioration. Le requérant simulé apporte son vécu et sa perception. Le débriefing s'appuie sur 3 piliers. Le feedback comportemental pour analyser ce qui a été dit et fait, l'analyse émotionnelle pour comprendre les réactions sous pression et l'extraction des compétences transférables sous forme de checklist. La vidéo offre un recul et une prise de conscience réflexive unique. Nos résultats illustrent la force de cette approche. Le sentiment d'efficacité personnelle, le CEP, progresse nettement. Les ARM se sentent plus confiants, plus à l'aise et plus capables d'accompagner un témoin. Le regard des non-soignants extérieurs a été un révélateur déterminant, authentique, spontané et très valorisant. Il redonne du sens au téléguidage et renforce la motivation professionnelle. Pour 100% des participants, l'escape game téléguidé avec un requérant non soignant apporte de nouvelles compétences. Le visionnage complet a eu un impact tout aussi unanime sur leur posture, leur vocabulaire, leur gestion du stress ainsi que la clarté des consignes.
Ils voient enfin ce qu'ils perçoivent rarement en situation réelle. À chaud, l'effet est immédiat. Près de 80% des armes déclarent que cette formation modifie leur perception du téléguidage. Avec du recul, l'effet se renforce encore. L'escape game téléguidé est perçu comme la modalité qui ancre le mieux les apprentissages grâce à son immersion, son impact émotionnel et son caractère ludique. Pour conclure, l'escape game téléguidé est aujourd'hui un outil pédagogique puissant et durable pour la formation continue des armes, immersif, reproductible, adaptable aux besoins de chaque CRA et très valorisant pour les professionnels. Pour terminer, je vous propose un court teaser vidéo sur l'une de nos sessions. Bonjour, je suis devant une personne là, qui a l'air de s'être étouffée. Je trouve une personne qui saigne. C'est fait, vous faites un nœud. C'est fait. Placez l'ustensile sur le nœud et vous refaites un nœud par-dessus l'ustensile. D'accord. Est-ce que ça arrête le saignement? On va manger quelque chose et c'est tout. Commencez par faire 5 claques dans le dos au niveau des omoplates. Assez fort. Ça y est, c'est fait. Vos bras autour d'elle. Oui. D'accord. Vous mettez votre poing au niveau de sa poitrine, au niveau de l'estomac. Oui. J'y suis. D'accord. Avec votre main, votre deuxième main par-dessus. Oui. Et vous allez faire donc des compressions en remontant. Ok. Sensation. Au domaine du piratie, je peux me sauver. D'accord. Vous êtes On est dans la Il respire pas. faire un massage cardiaque, vous savez comment. Oui. Maintenant, je vais vous expliquer. En fait, notre collègue va aller chercher en attendant On voit s'il y a un défibrillateur. les yeux au parleur. Oui, c'est bon. Et 2, et 3, et 4. Éliminez le choc maintenant. Appuyez sur la touche en choc délivré. En pause. Commencez la RCT. Et continuez, reprenez le massage. Toujours au même rythme. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci pour cette belle présentation. Est-ce on a 1 ou 2 minutes pour quelques questions dans la salle? Est-ce qu'on a des questions? Alors, si on n'en a pas, moi j'en avais une. On a une question par là, au 2e rang. Ici. Delphine, tu peux lever. Voilà. Bonjour, merci beaucoup. C'est vraiment intéressant ce que vous avez proposé. J'ai une petite question plutôt méthode. Comment vous avez mesuré le sentiment d'efficacité personnelle, puisqu'on sait qu'il y a des échelles, par exemple MLSQ, enfin voilà, des échelles validées pour mesurer ça. Est-ce que vous l'avez utilisé? Et de même pour le renforcement des compétences, comment vous avez mesuré pour dire que c'est mieux? Quel a été l'outil de mesure? Effectivement, on a créé une fiche donc, de sentiment d'efficacité personnelle. L'échantillon a été effectivement sur 1 année, donc c'était sur 9 assistants de régulation médicale, donc c'est une petite étude. Et c'était vraiment la perception de leurs sentiments à eux sur la progression des compétences par rapport à la communication, à la gestion du stress et de leurs consignes et clarté au niveau du téléguidage. On a une autre question. Merci, c'était, je trouve, juste la question par rapport aux témoins novices, là, si vous comptez pérenniser ça, vous allez les chercher où, en fait? Parce que c'est souvent le problème.
Je vous remercie pour cette question. Justement, c'était là l'innovation, c'est que les témoins novices, en fait, ont été les non-soignants de notre hôpital, en fait. Donc, c'est une formation qui est ouverte, en fait, à 6 assistants de régulation médicale et à 6 non-soignants de l'hôpital, ce qui permettait justement de créer de nouvelles... Enfin, il y avait un double intérêt qui n'était pas pour mon mémoire, mais c'était aussi de pouvoir proposer d'autres formations que la FGSU 1 à nos non-soignants de l'hôpital. Donc, c'était aussi une amélioration de connaissances entre les non-soignants et les armes, leur travail. Donc, c'était très intéressant dans les échanges et très valorisant. Et du coup, ils étaient à jour de la FGSU 1 ou pas? Oui, ils étaient à jour ou pas à jour, mais ce n'était pas un critère de sélection. Ah, excuse-moi, je ne t'avais pas vu. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions avant de passer à la présentation suivante? Ok, ben merci beaucoup. On va donc passer à la présentation du docteur François Revaux du CESU 94, s'il vous plaît. Ouais, c'est bon. Bien, bonjour à toutes et tous. Je remercie déjà le Congrès de me permettre d'intervenir pour présenter le travail de notre équipe. Moi, je suis le docteur François Revaux, je suis le médecin responsable du CESU 94. Je suis actuellement doctorant en sciences de l'éducation et de la formation au LIRTES, c'est un laboratoire de sciences de l'éducation qui est juste en face de notre hôpital à Créteil. Le travail que je vous présente, excusez-moi, je vais un petit peu vite, s'intitule « Étude du vécu subjectif des décisions des médecins urgentistes en contexte écologique », donc en contexte réel, une aide à la réflexivité des praticiens et à la supervision des stagiaires. Donc tout d'abord, les origines de ce travail, pourquoi je me suis lancé dedans, c'est avec ma casquette de médecin, en tant que clinicien, je suis régulièrement confronté, tout comme mes collègues, à la prise en charge et à des prises de décision qui vont être difficiles, avec un pronostic vital engagé chez les patients, avec des limitations de soins qui sont parfois difficiles à clarifier, puis une peur également de commettre aussi des erreurs médicales, donc ça complexifie la prise de décision. Également, en tant que superviseur, je me retrouve à constater auprès de mes internes, mes docteurs juniors, que régulièrement, ils sont aussi dans la difficulté pour prendre des décisions. Et en tant que superviseur, j'ai souvent un manque de temps et aussi un manque d'outils, peut-être un manque de modèles pour les accompagner dans le développement de cette compétence à la prise de décision. Et puis enfin, en simulation, je suis souvent confronté à la question de me dire que en simulation, les enjeux ne sont pas les mêmes. Tout comme un pilote d'avion, le médecin qui prend sa décision, le patient ne va pas mourir à la fin et l'avion ne va pas vraiment se crasher. À la fin de la simu, on rentre à la maison. Donc la formation à la prise de décision m'intéresse aussi. Est-ce que la simulation est la bonne solution ? Donc là, ce travail se pose comme enjeu scientifique déjà de modéliser les prises de décision en contexte. Et pour ce faire, il y a plusieurs auteurs qui nous disent et nous incitent à étudier plus spécifiquement les facteurs contextuels, c'est-à-dire les facteurs parfois qui sont non médicaux, la famille par exemple, qui peuvent impacter la prise de décision de l'équipe soignante. Ensuite, des enjeux cliniques, donc des enjeux professionnels, c'est améliorer la qualité et la sécurité des soins, et puis également aider à la réflexivité les praticiens. Et puis un troisième enjeu d'ordre pédagogique cette fois-ci, qui est tout simplement de mieux former à la prise de décision. Et comme on peut le voir en vraiment très petit, j'aurais pensé plus gros, sur le schéma, l'idée c'est un peu comme en didactique professionnelle, c'est comprendre pour transformer l'activité décisionnelle. L'objectif de ce travail, c'est d'identifier les différents facteurs liés au contexte et puis d'étudier l'influence de ces éléments sur la prise de décision. Est-ce que ce sont des leviers, est-ce que ce sont des freins finalement à la prise de décision? Donc la question de recherche est la suivante. Comment les facteurs de contexte influencent-ils les prises de décision en médecine d'urgence? Ce que nous savons déjà en médecine d'urgence, c'est que le contexte d'exercice a été redit hier, c'est un contexte chaotique.
On va avoir plusieurs auteurs qui emploient ce terme de chaotique en évoquant la pression temporelle, en évoquant également l'incertitude diagnostique qu'on va avoir, même au moment où les thérapeutiques débutent. On doit souvent commencer, on le sait en tant qu'urgentiste, à traiter avant de savoir de quoi il s'agit. On va avoir une évolutivité qui peut être extrêmement rapide en heures, voire en minutes, et on a souvent un manque fréquent de données, notamment en préhospitalier, mais aussi en intra-hospitalier. Le pronostic vital est souvent engagé, et puis on va avoir un risque d'erreur médicale qui est accru dans le monde de la médecine d'urgence. Ça a été décrit par plusieurs auteurs. Et on a déjà des modèles qui existent, et donc Daniel Kahneman et puis Thierry Pellassia ont bien redécrit en tout cas le dual process theory avec une phase intuitive et une phase analytique. Et l'idée vraiment là cette fois-ci, c'est d'avoir un intérêt plus particulier pour le contexte où on prend les décisions. La méthode qu'on a choisie, c'est une méthode, donc pour l'instant, c'est une étude exploratoire avec une approche qualitative. On a réalisé des entretiens d'explicitation. Donc l'entretien d'explicitation, c'est vraiment l'outil créé par Pierre Vermersch. L'idée, c'est de conscientiser les actions mentales, ce qui se passe dans la tête du praticien au moment où il prend sa décision, de comprendre les actions, les aspects cachés de cette décision, et de partir du vécu subjectif, vraiment ce qu'il a vécu lors d'une intervention, par exemple en SMUR, ou lors d'un déchocage aux urgences. Et finalement, de caractériser ce qu'on va appeler le trait d'expertise, ce qu'on appelle parfois l'intuition ou le flair clinique. C'est ce que j'ai expliqué dès le titre, hein. On s'intéresse au contexte écologique, on ne s'intéresse pas aux conceptions, aux représentations générales du médecin. On va revenir sur un cas bien particulier, donc chez des experts, dans notre étude en tout cas. Et donc c'est ce qu'on appelle là la psychophénoménologie, pour reprendre le cadre théorique de Pierre Vermersch. Et on a de manière classique pratiqué des retranscriptions anonymisées, un cocodage avec 2 chercheurs. On a fait une analyse entretien par entretien pour bénéficier à chaque fois de ce qu'on avait appris précédemment. Et puis donc on a pour objectif d'aller jusqu'à la saturation des données. Qu'en est-il des résultats? Nous avons réalisé 3 entretiens d'explicitation, donc exploratoires pour l'instant, tous en contexte préhospitalier, d'une durée approximative d'1h30, avec des thématiques variées comme la détresse respiratoire, la douleur thoracique ou le brûlé grave. Et si on s'intéresse à la décision médicale, on a mis en évidence en tout cas 6 éléments qui peuvent être des éléments liés au médecin, liés à l'équipe, liés aux patients, liés aux proches ou à la famille, soit à l'institution, soit à l'environnement de travail. Et pour chacun de ces éléments, on va relier des éléments plus précis qu'on a pu extraire de ces entretiens d'explicitation. Je ne vais pas tous les citer, mais par exemple, pour le médecin, on va avoir l'émotion, son état interne, par exemple l'heure de la garde. On peut aussi avoir la confiance en soi, notamment par une thématique. Est-ce que je suis à l'aise avec un brûlé grave? C'est quand même des choses qui peuvent faire peur. Et de la même façon, sans tout détailler, avec l'équipe, on peut avoir des éléments de communication qui peuvent jouer. C'est sûr que si on nous dit à la fin d'une décision, est-ce que tu es sûr de toi? Ça peut avoir un impact sur cette prise de décision, une influence. Pareil pour le patient, les souhaits qu'il peut exprimer. S'il exprime des souhaits de vouloir mourir, ça peut évidemment impacter nos prises de décision au-delà de ce qu'on peut avoir dans les algorithmes. Et ainsi de suite, beaucoup d'éléments sont sortis de ces entretiens. Je ne vais pas tous les détailler par rapport au temps restant. Et je vais directement passer à plutôt une étape de conclusion, qui n'est pas une conclusion. J'ai d'ailleurs dit pour ne pas conclure, puisque comme vous l'avez compris, c'est une exploratoire, donc ce n'est qu'un début. Et donc premier élément de ce schéma que j'ai pu vous montrer, c'est que ça illustre la richesse finalement du contexte spécifique d'exercice de la médecine d'urgence. Deuxième point, c'est qu'on a pu montrer finalement qu'on peut conscientiser finalement les facteurs influençant les décisions chez les praticiens. Donc ça va vraiment les aider à revoir, à expliciter l'implicite. Et donc l'entretien d'explicitation apparaît vraiment comme un outil puissant de réflexivité, ce qui était connu, mais en tout cas on l'illustre de nouveau. Et finalement, on a beaucoup de perspectives qui s'ouvrent à nous en formation, notamment en supervision en stage. C'est que le schéma que je vous ai présenté, on pourrait s'en servir aussi pour le montrer aux étudiants et dire peut-être que là, tu as été influencé par tel ou tel élément. Et puis pareil, en simulation, le schéma que j'ai présenté précédemment pourrait nous servir aussi, lors du débriefing, à être montré aux étudiants et à se situer par rapport aux éléments qui influencent les prises de décision qui peuvent être multiples. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour cette belle présentation, c'était très clair. J'ai une question. Du coup, tu disais que c'est que le début. Vous avez prévu quoi pour la suite? Du coup, il y a d'autres études prévues? Vous avez prévu de l'appliquer dans votre service?
Merci beaucoup de cette question. Alors, comme je l'indiquais, moi je suis en 3e année de doctorat de sciences de l'éducation. Pour l'instant, j'en suis à ma phase empirique, donc je commence à recueillir les données. Là, pour l'instant, on a fait 3 entretiens exploratoires, mais l'idée c'est d'aller au-delà et peut-être aussi de faire un couplage avec un rappel stimulé par la vidéo. Donc pour l'instant, on espère faire une dizaine d'entretiens d'explicitation, mais ce n'est pas vraiment le chiffre qui compte, puisque l'idée, ça serait d'essayer d'atteindre une saturation des données. Alors, on verra bien si c'est possible. Je suis encore dans l'apprentissage de la recherche par la recherche. Et voilà l'étape pour l'instant dans laquelle je suis. Et après, ça serait de distinguer bien ce qui va être de l'ordre du levier et ce qui va être de l'ordre du frein pour les différents éléments qu'on arrive à mettre en évidence. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui, Delphine. Au 2e rang, toujours. Bonjour. Moi, c'est Khalid, je suis infirmier anesthésiste. Merci pour la présentation. Ma question, elle va plus s'orienter sur les facteurs décisionnels et notamment sur la prise de décision partagée, parce que le médecin urgentiste n'est pas seul dans un équipage. Est-ce que ça a été exploré? Est-ce que c'est une piste d'exploration à envisager? Merci de cette question qui est tout à fait pertinente. Alors effectivement, typiquement en SMUR, c'est mon domaine d'exercice, je ne l'avais pas précisé, on se retrouve à 3 à prendre une décision de manière extrêmement rapide et je pense qu'elle est prise de manière, on l'espère, commune. La notion de décision partagée, je l'entendais plus avec un point d'interrogation, c'est est-elle partagée par toute l'équipe? Et quand l'équipe n'est pas en accord avec la décision qui est prise, pour le coup, moi je m'intéresse là aux médecins, mais qu'est-ce que ça va avoir comme influence? Donc je pense qu'il faut aller effectivement plus loin sur cette thématique. Il y a des thématiques comme le know-how que j'ai pas cité, c'est la connaissance de ses équipes et la connaissance de ses collègues de travail des deux côtés. Comment je connais la façon dont travaille le médecin et comment je connais la façon dont travaillent mes collègues infirmiers anesthésistes ou ambulanciers SMUR. Et je dirais que oui, c'est en plein essor cette réflexion et ce domaine de recherche. Moi, je me rends compte dans ma recherche qu'il va falloir que j'aille plus loin dans l'entonnoir parce que je pense que je suis trop large. Et effectivement, c'est peut-être une voie que je pourrais avoir parce que l'interprofessionnalité, c'est passionnant. Et il faut aller creuser parce que je pense qu'on pourrait faire des focus group et aller voir finalement ce que l'équipe comprend. Parce que peut-être que le médecin, il a compris quelque chose et je me rends compte dans l'entretien d'explicitation, il parle de l'influence qu'a pu avoir les phrases qui ont été dites pendant l'intervention. Mais à l'inverse, je pense que peut-être que l'infirmier n'avait pas du tout l'intention d'être déstabilisant dans sa question « t'es sûr de toi ?» C'était peut-être juste une façon de faire une checklist ou de vérifier quelque chose. Et je pense qu'il faut aller creuser cette décision partagée. Mais je reste très modeste. J'ai juste constaté que les gens le citaient en entretien d'explicitation. Merci de la question qui doit être développée. Merci beaucoup. Je pense qu'on n'aura pas le temps pour une autre question. Désolée. Merci. Donc en pleine semaine de Coupe d'Europe, une intervention du docteur Fabrice Grandjean du CH d'Angoulême sur l'urgence comme match. Bonjour à tous. Donc Fabrice Grandjean, je suis médecin urgentiste, j'ai effectivement une activité clinique sur Angoulême et puis je suis... Donc bonjour, Fabrice Grandjean, donc je suis effectivement médecin urgentiste avec une activité clinique à Angoulême et je suis également directeur médical de l'organisme de formation à Cory. Alors du coup, je n'avais pas prévu ce matin en me levant de parler foot devant un crocodile ni moi. Donc on va considérer que je parle sous caution d'un expert pour ceux qui ont la référence et puis je vais considérer que s'il ne me reprend pas, c'est que je dis pas trop de bêtises footballistiques. Du coup, alors, on va partager une action de formation pour laquelle j'ai un petit conflit d'intérêt sur lequel on reviendra plus tard. Non. Okay. Donc, d'où ça vient? Alors, à titre personnel, moi, j'ai une intuition forte, c'est que le sport peut être un médiateur de transmission de compétences, y compris des compétences non sportives. De l'autre côté, on avait un groupe de jeunes footballeurs qui étaient parfois un petit peu éloignés ou en difficulté avec les méthodes d'apprentissage classiques, le tout dans un contexte qui était plutôt favorable puisqu'il y a une vraie volonté de la Fédération française de foot de développer des actions citoyennes qui s'intègrent totalement à l'activité footballistique.
Pour arriver à ça, on avait quelques besoins. Le premier, c'était de déconstruire totalement nos façons de former, de vraiment revenir à l'os, séparer le fond et la forme, et puis d'arriver à comprendre comment est-ce qu'on transmettait dans le foot les compétences que nous avions, nous, à transmettre. Pour ça, on est parti d'un squelette, les 4 piliers de la compétence, donc avec le savoir, savoir-être, savoir-faire, bien sûr, en tant que trépied, et puis l'agir professionnel. Et l'idée, c'est comment on transmet ça dans le cadre du foot. La réponse a été de dire l'agir professionnel est abordé au moment de la causerie d'avant-match. Le savoir, lui, il va être théorique, il va être mis au moment des séances tableau noir dans les vestiaires pour exprimer la tactique. Le savoir-faire, bien sûr, il est travaillé dans les ateliers sur le terrain. Et puis le savoir-être, lui, c'est la mise dans des situations réelles de match. Donc, qu'est-ce que ça a donné ? La causerie d'avant-match, l'idée, c'est d'arriver à... Alors, c'est pas un simple briefing, effectivement. L'idée, c'est d'avoir donné de la finalité à ce qu'on va faire, de mettre la position de chacun, mais ça répond à des règles plus précises qui, en rhétorique, c'est de la harangue, c'est-à-dire que c'est pas simplement un briefing. L'idée, ça va être de partir sur une accroche qui va être importante, émotionnelle, qui est plutôt facile dans le cadre du foot, d'arriver à donner un ennemi commun qui est l'arrêt cardiaque, et puis d'arriver à dire maintenant chacun doit trouver sa place là, et vous ne serez pas forcément comme des professionnels où vous pouvez tourner le dos à vos responsabilités parce qu'il y a quelqu'un derrière qui va faire les gestes. Vous, au contraire, vous devrez prendre ça à bras le corps. L'idée, c'est qu'effectivement, à la fin, il y a un appel à l'action et un engagement émotionnel fort là-dedans. C'est pas simplement qu'ils rentrent sur le terrain pour savoir quoi faire, mais qu'ils rentrent sur le terrain pour tout casser. Pour ce qui est de la séance du tableau noir, alors la tactique, elle est simple. Si on considère que notre équipe va attaquer de gauche à droite, il y a 2 questions à poser pour la déterminer. Est-ce que mon patient respire? Est-ce qu'il ne respire pas? Est-ce qu'il est conscient? Est-ce qu'il est inconscient? Et ça me permet d'avoir 4 zones de terrain qui correspondent à mes 4 urgences vitales. Et ça permet de raccrocher là des choses qui leur parlent, c'est-à-dire une zone défensive. Le patient respire. Je vais essayer de maintenir la situation. J'ai 15 minutes à tenir jusqu'à ce que les secours arrivent. Et puis normalement, ça va bien se passer, notamment avec des positions d'attente. De l'autre côté, par contre, je suis en phase offensive. Là, si rien ne se passe, le match va être perdu en quelques minutes. Donc ça veut dire que même si je ne suis pas certain de comment on fait, même si je suis absolument pas certain du résultat, je dois absolument tenter le geste, tenter le dribble qui va permettre de faire basculer le match. Pour ce qui est des ateliers techniques, c'était plus facile. Alors, je vous le dis, je suis nul en montage, du coup, je ne sais pas flouter les visages. Donc, j'ai mis des filtres pour pouvoir assurer l'anonymat des joueurs. Donc, premier atelier, c'était de la prise d'information qui est majeure dans le foot. Donc, il y avait un atelier de prise d'information pour savoir effectivement à qui on fait la passe, comment on se tourne en fonction des adversaires. Et à partir de cette prise d'information, de cet atelier, on avait en bas à gauche une autre information qui disait on doit abandonner cet atelier pour partir. Donc le joueur, en scannant son environnement, doit percevoir cette information et à partir de là, il quitte l'atelier foot pour prise d'information pour aller sur l'atelier secours prise d'information qui était là le bilan initial. Donc c'est-à-dire il doit partir et il doit arriver pour décider rapidement est-ce que mon patient respire, est-ce qu'il ne respire pas, est-ce qu'il est conscient ou inconscient, pour savoir dans quelle zone du terrain je me trouve et ce qui sera attendu plus tard. Donc là, on fait juste la prise d'information. Et puis, on avait ensuite un deuxième atelier technique, où là, c'est de la réalisation du geste. Donc, on part aussi d'un atelier, donc conduite de balle. Et puis, à partir du moment où on va avoir une info qui va être donnée, ils vont arrêter l'atelier technique foot pour partir sur l'atelier technique secours, où on va aborder, évidemment, le massage cardiaque et la pose de défibrillateur, là, dans le cadre d'un atelier du geste pur. Pour ce qui est du savoir-être, nous voulions, nous, aborder le côté émotionnel et esprit d'équipe. Donc, c'était une phase de jeu qui correspond à une séance de tir au but. Il y a un patient qui est en arrêt cardiaque à côté de la surface de réparation. Ils n'ont le droit de le prendre en charge qu'à partir du moment où ils ont réussi leur tir au but. Donc, c'est parti. On déclenche le chronomètre. Le joueur doit effectivement marquer son tir au but pour pouvoir envisager la suite. Donc là, c'est parti, c'est raté, donc il ne peut pas aller le prendre en charge, il doit recommencer, ce qui met une charge émotionnelle dessus. À partir du moment où il aura réussi, il va pouvoir attaquer le massage cardiaque. Le deuxième joueur marque son tir au but, il va chercher le défibrillateur. Donc pour ceux qui ont le mal de mer, vous avez des vomi-bags sous vos sièges, enfin j'espère. Ah, j'ai perdu le défibrillateur, où il est? C'est bon, il est là. Je le prends, je repars. Et donc, je vais aller poser le défibrillateur sur mon joueur. Et là, on va pouvoir voir qu'en fait, il y a un troisième joueur qui a réussi son tir au but, qui est arrivé aussi. Donc, lui, son rôle, c'était de passer l'appel et puis ensuite de prendre la suite du massage cardiaque une fois que le patient aura été défibrillé.
Donc les résultats, niveau de Kirkpatrick, satisfaction, tout le monde était content, bon ça tombe bien, nous aussi surtout. Le deuxième niveau, on avait des prises en charge avec une défibrillation qui se faisait en général en moins d'1 minute et un total de prise en charge qui était, je crois, 1 minute 18 pour ceux qui ont gagné, puisqu'évidemment, il y avait de la compétition. Au niveau institutionnel, l'action de formation a été validée comme meilleure action de formation de la Ligue. Et du coup, un groupe de joueurs du club a été invité pour 48 heures à Clairefontaine pour aller se faire un petit week-end de foot, en espérant que ça leur laisse des souvenirs un peu inoubliables. Intérêt pédagogique surtout. Alors clairement, il y a une analyse réflexive, notre manière d'enseigner, mais une analyse réflexive à la masse. C'est-à-dire que le but, c'est de tout casser en fait. On recommence, on casse tout ce qu'on sait, et puis on va voir qu'effectivement, en termes de méthode, ça va être complètement différent. Il va falloir s'adapter. On va s'axer plus sur les résultats que sur le processus. En termes d'animation pédagogique et d'animation de groupe, tout est différent. Et finalement, quand on rentre dans les vestiaires pour commencer, on se retrouve confronté à l'inconnu et à l'incertain. Et ce qui est effectivement ce qu'on demande à nos apprenants de gérer, on se retrouve dans cette situation-là. Est-ce que c'est un levier de progression pédagogique? Oui, ça permet effectivement de tester sa capacité d'adaptation au public. Et puis ça permet, on en a parlé hier, c'est-à-dire quand effectivement on est un petit peu dans le ronron, et ben là ça donne de nouveaux challenges. Mais attention, je pense qu'il y a quand même intérêt à avoir déjà un petit vécu, c'est-à-dire que casser à la masse du dur, ça va, casser à la masse du mou, c'est un petit peu compliqué. Ça nécessite d'être accompagné par quelqu'un qui, lui, connaît les codes du foot, connaît le groupe, le public. Et puis surtout, l'idée, c'est surtout pas d'arrêter ce qu'on faisait avant pour se mettre à faire quelque chose de nouveau. Dans ce cadre-là, si jamais il y a un souci, on fait faire des pompes aux joueurs. Bon, je ne suis pas certain que ça passe très bien en FGSU2 si on commence à faire des pompes chaque fois qu'on n'a pas le bon comportement, le bon résultat. Merci du coup pour cette présentation. Alors merci à vous déjà pour votre attention. Merci au club l'AJAIL et leur groupe de U16 qui s'est prêté à ça. Et puis à partir du moment où le thème c'était se confronter à l'inconnu, à l'incertain pour progresser, je ne pouvais que laisser la parole à Augustin, donc, qui a été mon binôme sur cette intervention. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je me permets de vous prendre quelques secondes de votre temps, car comme mon père m'a parlé du projet qu'il allait vous présenter, je me suis dit que ça faisait totalement sens avec mon parcours actuel. Alors moi, il est dans le foot et pas dans la médecine. On a chacun nos problématiques à devoir résoudre. Et pour ça, quoi de mieux que s'expatrier, découvrir un nouvel environnement qui peut être hostile et devoir s'y confronter pour à ce moment-là acquérir de nouvelles compétences qui nous permettront aussi de nous transformer et de devenir une meilleure personne. Et voilà, c'est ce que moi je vais essayer de faire en passant près de 9 mois en Amérique du Sud, entre l'Argentine et le Brésil, à la recherche justement de nouvelles compétences à acquérir. Vous avez passé un bon moment devant cette présentation et moi je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Voilà, donc j'espère que vous l'avez compris. En fait, le conflit d'intérêt est non pas un conflit, mais un intérêt familial, puisque ça m'a permis de bosser avec mon fils sur ce truc pédagogique. Merci beaucoup pour cette présentation. J'avais une question. Est-ce que vous avez prévu de les revoir après pour éventuellement faire des mises en situation, voir un petit peu ce qu'ils ont retenu? Alors, ça va être difficile puisque en fait, c'était un contrat d'1 an que mon fils a fait. Il n'est plus dans le club puisqu'il est maintenant en Amérique du Sud. Il y avait même une volonté au départ qui était d'arriver à en faire un programme sur toute la Ligue. C'est-à-dire que nous, on forme des formateurs et puis qu'ensuite, ça soit fait dans la Ligue. À ce jour, c'est encore un vœu pieux. Ouais. Donc, non, on n'a pu rester que sur des niveaux de 1 et 2 de Kirkpatrick pour le moment. Bon, on a vu les joueurs. Est-ce que vous avez formé aussi les encadrants, les coachs, les dirigeants? Oui, ils faisaient partie de la formation? Ils ne faisaient pas partie de la formation, donc ils ont été en soutien sur le projet, mais ils n'ont pas fait partie de la formation. Alors après, je pense qu'on a fait de la sensibilisation pour tous ceux qui étaient à la buvette, que vous avez vu. C'est-à-dire quand le joueur va chercher le défibrillateur, forcément, il y a beaucoup de monde qui se rend compte que l'entraînement est un petit peu différent d'habitude, mais la formation ne touchait que le groupe U16 et puis donc leur entraîneur principal et entraîneur adjoint. D'accord. Y a-t-il des questions? Non. Il y a une question au fond, à gauche. J'étais juste pour savoir, par rapport à la Ligue, si vous aviez pris des contacts auprès de la Ligue.
Alors, en fait, là, pour le coup, ça a été géré complètement par Augustin, qui a intégré ça dans son cursus, lui, d'éducateur. Et effectivement, ça a été déclaré comme un PEF, Programme d'éducation fédérale, c'est-à-dire une activité citoyenne au sein du foot. Et effectivement, ça a été validé au niveau du club, ça a été validé au niveau de la Ligue et au niveau national, ça a été reconnu comme l'action de formation la plus aboutie de la Ligue. Et c'est pour ça qu'il y a eu 12 joueurs U10 qui ont été invités pour aller passer 48 heures à Clairefontaine. Donc il y a un cadre fédéral qui s'y prête tout à fait, en tout cas au niveau du foot, de la Fédération française de foot. Merci. Une autre question ? Bonjour, merci pour votre présentation. Je voulais savoir, vous avez eu une commande de formation. Comment ça s'est passé au départ ? Alors non, ça s'est passé, en fait, moi j'avais déjà cette intuition, j'avais déjà fait quelque chose d'un petit peu plus sauvage avec un club à côté de chez moi, et c'est dans le cursus donc d'éducateur que mon fils s'est dit, mais est-ce que, puisque voilà, je savais que tu avais cette idée, est-ce qu'on ne pourrait pas l'intégrer moi et que je fasse un projet là-dessus ? Donc la commande, elle n'est pas venue d'en haut, elle était plutôt transversale. Mais ouais, c'était quelque chose d'officiel, mais pas une commande qui a été faite par la Ligue. C'était plutôt une initiative personnelle, pas intégrée dans un projet. Merci beaucoup. Prochaine présentation, Isabelle Borraccia, CESU 67, les ARM et le raisonnement clinique. Je confie. Donc, comment les assistants de régulation médicale développent leur raisonnement clinique afin de répondre efficacement en situation difficile. Donc, je m'appelle Isabelle Borraccia, je suis infirmière anesthésiste responsable du CESU de Strasbourg. Donc, l'objectif de cette étude, c'est de viser à comprendre comment les ARM développent leur raisonnement afin de répondre efficacement en situation difficile. Sachant qu'un raisonnement clinique efficace se construit à travers des ressources, des outils, des pratiques qui permettent aux ARM de prendre des décisions adaptées, rapides et sécurisées dans un contexte marqué par l'urgence, la complexité et la pression émotionnelle. Donc, la méthodologie de cette étude est qualitative. Elle a été réalisée à partir de 10 entretiens semi-dirigés auprès d'ARM novices et expérimentés. Les entretiens ont exploré les modalités de développement du raisonnement clinique ainsi que les ressources et les outils mobilisés pour répondre efficacement aux situations difficiles. Et cette analyse s'est appuyée sur le cadre conceptuel du raisonnement clinique et de la compétence, entre autres, en intégrant aussi toutes les dimensions pédagogiques, d'expérience, d'outils professionnels et de travail collaboratif. La saturation des données est survenue après 8 entretiens et les thèmes qui résultent de l'analyse et du codage des verbatims sont la formation, l'expérience, les outils professionnels mis à disposition et le travail collaboratif. À la rédaction de la discussion, on a pu mettre en évidence que la majorité des ARM interrogés soulignent que la formation initiale et continue constitue une ressource fondamentale pour développer leur RC. Ces formations favorisent pour eux l'appropriation des aides à la régulation qui sont fournies notamment par l'institution, mais aussi les outils locaux, et qui leur permettent de soutenir une posture réflexive qui va permettre le maintien et l'évolution de leurs compétences. L'expérience du terrain est aussi perçue comme une ressource clé, à condition qu'elle soit intégrée dans un processus réflexif, qu'il soit formel ou informel, mené à chaud ou à froid, entre collègues ou encadré. L'entraînement aussi et le retour d'expérience dans le cadre de la formation continue, d'après eux, renforce aussi cette capacité d'analyse et de prise de décision en contexte.
Concernant leurs outils cognitifs d'aide à la régulation, qui sont soit recommandés, soit proposés par l'institution et mis à disposition, la plupart d'entre eux estiment qu'ils sont utiles, mais qui nécessitent probablement des améliorations tant sur la forme, comme par exemple l'ergonomie ou l'accessibilité à ces aides, que sur le contenu. Notamment, ils se sont rendus compte qu'il y a peut-être des actualisations à prévoir et peut-être plus de contextualisation pour les aider à être plus précis dans leur, ou en tout cas les aider dans leurs réponses. Le travail d'équipe est unanimement reconnu comme un levier essentiel. L'échange entre eux, la complémentarité des expériences et de leurs ressentis et le soutien des collègues facilitent aussi l'élaboration d'un raisonnement clinique qu'ils considèrent comme performant. En conclusion, le développement du raisonnement clinique des ARM, en tout cas à l'issue de cette étude, repose essentiellement sur l'articulation entre formation initiale, formation continue, posture réflexive provoquée, en tout cas il faut en avoir la conscience et il faut la provoquer de manière formelle ou informelle, et l'exploitation de l'expérience dans un cadre pareil, formel ou informel, mais en tout cas c'est ce qu'ils ont mis en évidence pour améliorer ce raisonnement. Ce qui va aussi leur permettre de s'améliorer, c'est l'appropriation individuelle des outils comme axe majeur de consolidation. Et enfin, le travail collectif constitue un socle pour eux indispensable pour continuer à développer ce raisonnement de manière efficace et garantir une réponse adaptée face aux situations difficiles, contribuant ainsi à la sécurité et à la pertinence des prises en charge. Je vous remercie pour votre attention. Merci Isabelle. Y a-t-il des questions? Oui. Bonjour, Pascal Lomo, infirmière anesthésiste et enseignante de CESU. À quel moment intervient la formation à FGSU? Pour les armes, alors il y a dans les 10 ARM interrogés, il y a des novices, donc leur formation a été notamment effectuée au cours du cursus d'ARM. Et pour les expérimentés, on n'a pas forcément calibré, enfin on n'a pas explorer exactement à quel moment ils sont formés, mais ils sont tous formés plus ou moins, ils sont tous en tout cas en cours de validité, donc dans les moins de 4 ans. Ça marche pas, si ça y est. Bonjour Isabelle, merci pour ta présentation. Quand tu parlais des retours d'expérience formels ou informels, est-ce qu'il existe des débriefings qui sont mis en place pour les armes? Tout à fait. Alors, de manière informelle, bien sûr, ça se fait au fil de l'eau, mais on a créé des formations continues relativement structurées, notamment avec de l'analyse de pratique et du retour d'expérience. Et ça, c'est programmé à l'année avec des séances assez régulières par des encadrants tous formés à la pédagogie. D'autres questions? Non, merci Isabelle. On va passer à la prochaine présentation du CESU 974 qui va nous parler de coopération internationale hospitalière. Bonjour à tous. Alors je vais garder le crocodile parce que ça ressemble plutôt à un margouillat chez moi. Donc on va le laisser par là. J'imagine que c'est le bouton vert. Donc je m'appelle Rémi Giguère, je suis le directeur médical du CESU 974 et je vais vous parler de coopération internationale, un sujet qui nous anime beaucoup dans l'océan Indien. Mais d'abord, la question, c'est où sommes-nous? Alors, on va vous faire un peu voyager. On ne vous emmène pas en Amérique du Sud, on est plutôt dans le sud-ouest de l'océan Indien.
Et finalement, hop, pardon, ça passe tout seul. Voilà. On est dans le sud-ouest de l'océan Indien et on est dans toutes ces petites îles qui composent l'Indienne-Océanie. Et c'est important parce que cet ensemble de petites îles, en fait, elle a une histoire très particulière, normalement dans sa composition et dans les habitants qui la composent. Et vous allez comprendre pourquoi je vous en parle, parce que d'un point de vue très culturel, on s'y intéresse beaucoup, notamment quand on doit aller faire de la coopération internationale, et donc quand on doit interagir avec des gens d'un autre pays et donc d'une autre culture. Donc on a la chance d'être à une demi-heure d'avion de l'île Maurice, que vous situez probablement très bien. Et puis vous pouvez voir que sur la carte à Madagascar, je vais vous emmener jusqu'à Majinga. Et Majinga, c'est finalement en face de Mayotte, que vous voyez également sur la côte, là-bas, tout en haut à gauche. Et donc, on est très souvent sollicité dans le cadre de la coopération internationale, le CHU de La Réunion, pour pouvoir interagir avec tous les membres de la zone. Et donc finalement, la coopération internationale, c'est basé notamment sur les fonds européens. Et donc on a la chance de pouvoir bénéficier de fonds européens qui nous permettent de développer des actions de coopération internationale dans toute la zone. Et l'ensemble des membres finalement avec lesquels on interagit font partie de la Commission de l'océan Indien. Et donc c'est intéressant parce que finalement on peut aller interagir avec toute une partie d'une population qui est clairement plutôt francophone, à savoir Madagascar, les Seychelles, Maurice, les Comores, mais qui sont aussi parfois anglophones, donc il y a un petit peu de mix à avoir. Et finalement, ces actions de la coopération, c'est mettre au service de la zone toute l'expertise qu'on peut avoir ici au niveau de notre CHU, et donc plus particulièrement au niveau du CESU 974, qui donc s'est exporté à Madagascar en adaptant ses formations. Je ne vais pas cliquer trop vite. Voilà. Et donc finalement, on a pu bénéficier via le Coréum, qui est la coopération des régions ultramarines, et qui, en se basant sur une association, en l'occurrence là c'est l'association de Siki, nous a permis d'aller chercher du financement et de pouvoir aller finalement former des agents aux gestes d'urgence à Majinga dans ce contexte-là. Et vraiment le public cible, c'était finalement les publics les enseignants et les encadrants des écoles à Majinga. Et donc l'objectif très humble, c'était finalement d'améliorer les compétences en gestes et soins d'urgence de tout ce public-là, des enseignants et des personnels qui étaient finalement à proximité des centres de santé. Pour vous donner un ordre d'idée, mes collègues ont pu aller former des gens qui parfois sont à 5 heures de brousse d'un premier contact de santé. Et donc ça a été bien évidemment un peu challengeant parce qu'on s'est calé sur les conducteurs pédagogiques que vous connaissez tous, notamment en termes d'AFGSU, mais il a fallu qu'on s'adapte à des réalités de terrain qui étaient quand même importantes, à savoir un milieu contraint, un isolement, et puis des ressources extrêmement faibles et extrêmement variables. Et donc 2 enseignantes du CESU 974 sont parties dans ce contexte-là, avec bien évidemment l'interlocuteur associatif local qui était un vrai relais extrêmement majeur pour la réussite de cette mission. Si vous avez des questions quant à la mission, il y en a une des 2 qui se trouve dans la salle. Elle est juste devant là-bas. N'hésitez pas par la suite, elle adore discuter avec les gens. Et donc finalement, on est allé former 12 apprenants non professionnels de santé, puis on a quand même réussi à former 13 professionnels de santé. On s'est vraiment calé sur la durée que peut être une AFGSU 1, une AFGSU 2, mais encore une fois avec une nécessaire adaptation, et puis encore une fois une nécessaire adaptation et du conducteur pédagogique et des 2 enseignantes, parce qu'elles ont dû s'adapter à un public qui certes était francophone, mais pour information à Madagascar, en fait le français est la langue académique. Et donc, on a des niveaux de littératie qui sont très différents et très inhomogènes dans un même groupe. Et donc, ça a nécessité beaucoup d'adaptation, notamment en termes de traduction. Et donc, finalement, on a pu former 25 professionnels de santé donc sur une semaine dans ce contexte-là, qui a été un moment assez fort pour nos enseignantes, parce qu'elles ont pu, dans ce contexte-là, aller déployer toute une action de formation en s'adaptant effectivement à différents publics. Pour reprendre, comme disaient les collègues tout à l'heure, l'évaluation de Kirkpatrick, alors bien sûr, on a fait l'évaluation et oui, tout le monde était très satisfait, bien évidemment. Mais bon, on ne peut bien évidemment pas s'en arrêter là. On a pu évaluer, en tout cas, la progression des connaissances avant-après. Alors oui, on est extrêmement content. Encore une fois, les apprenants, ils ont appris des choses. Mais comme vous pouvez l'imaginer, notamment pour aller plus loin dans l'évaluation, notamment pour aller voir comment ça se passe sur le terrain, comment ça a pu transformer les choses, ça va être très compliqué à faire d'un point de vue très pratique à Madagascar pour toutes les contraintes que vous pouvez imaginer, notamment d'accessibilité à l'information pour nous. Et c'est un vrai challenge que de pousser plus loin cette évaluation-là. Finalement, tout ça, c'est un peu un prétexte pour vous parler d'une part d'une formation en milieu contraint. C'est que c'est très bien de vouloir faire une formation entre guillemets à la française et de vouloir l'exporter ailleurs, mais
comment est-ce qu'on s'adapte, comment est-ce qu'on va aller prendre en compte l'autre et finalement comment on peut développer pour nous en tant que formateurs cette compétence culturelle qui est si importante et qui finalement est une décentration de soi pour aller vers l'autre. Et ça, c'est un sujet qui nous intéresse énormément dans l'océan Indien parce qu'on fait énormément de formations dans le cadre de la coopération. Et finalement, l'idée n'est pas de transposer quelque chose qu'on fait dans notre milieu à nous, mais c'est vraiment d'aller vers l'autre et de pouvoir adapter les formations dans ce contexte-là. Et donc, pour moi, c'est intéressant de pouvoir se dire qu'on a tout un champ de recherche à aller voir pour pouvoir développer finalement une compétence interculturelle, transculturelle, culturelle, si vous voulez, on peut en discuter après, mais qui pour moi est un sujet majeur et un facteur de réussite, en tout cas, qu'on imagine important dans le cadre de nos formations. Donc voilà, l'idée, c'était plutôt de vous interroger sur votre pratique, si vous êtes déjà allé, vous, dans un autre milieu qu'est le vôtre, si vous êtes allé à l'étranger, dans quelle mesure vous vous êtes adapté et dans quelle mesure vous êtes culturellement compétent dans ce contexte-là. Quelques photos pour vous montrer, ça vous permettra de la reconnaître au fur et à mesure. On a eu la chance, du coup, quand on est parti, on a fait faire des t-shirts, ce qui n'était jamais arrivé au CESU 974. Ça vous paraît rien pour vous, mais pour nous, ça veut dire beaucoup. Et donc on a pu former, grâce à Isabelle Hervé, qui est donc en milieu, qui tient le bébé, et Belinda Ferrer en bas à droite, finalement, tous ces agents-là, via la formation et via surtout cette association de Sikis, sans qui on n'aurait pas pu en fait avoir le point d'entrée pour avoir le financement, parce qu'il faut que ça soit une association. Donc voilà, je vous remercie beaucoup et si vous avez des questions. Merci pour cette présentation, un bel exemple d'adaptabilité pédagogique. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Laissez-leur un micro, je pense que ça sera plus simple. Bonjour, merci pour votre présentation. Comment vous avez évalué la progression des compétences? Alors ça, pour l'instant, on ne peut pas le faire. Parce qu'en fait, c'est un gros challenge pour nous que de pouvoir aller voir comment dans le milieu ça a pu se développer. Et ça, pour l'instant, c'est la première mission qu'on a fait. Et là, on est en train de réfléchir comment pouvoir aller évaluer dans un milieu qui est parfois à 5 heures de brousse. Et donc, en fait, là, vous pouvez imaginer typiquement la mise à disposition RH de nos formateurs pour aller à 5 heures de brousse, en sachant qu'on est sollicité à Madagascar et parfois, juste le temps de trajet d'aller prend 1 jour et demi. Donc, faire avaler à notre administration qu'on a besoin de 3 ou 4 jours juste de trajet pour aller évaluer des compétences, on n'y est pas encore. Donc, on est en train d'essayer de trouver un système un peu vertueux, mais c'est tout le challenge. En fait, faire du niveau 1, du niveau 2, j'ai envie de dire, pour vous tous, ça vous paraît probablement trop simple et on sait qu'on ne peut pas s'arrêter là. Sauf que dans des milieux contraints, eh ben, ça commence par là et ça commence à se poser des questions sur comment on peut mieux évaluer le développement en pratique. Merci pour votre réponse. J'ai une autre question. Vous parliez des différences culturelles. La Sophracim, quand elle parle des débriefings difficiles, parle justement des cultures et des difficultés à débriefer. En FGSU, on fait beaucoup de simulations. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez identifié des différences spécifiques ou pu noter des... Alors, je ne vais pas vous répondre à la place de Madame Hervé qui est là-bas et qui là est en train de se dire que la question est pour elle. Mais voilà, tout ça pour vous dire que je fais le lien avec la Sophrasims. Typiquement, il y a le groupe d'intérêt scientifique de francophones qui a été monté à la Sophrasims et dont je suis en train de mener le premier travail sur notamment comment on prend mieux en compte la culture dans nos curriculums et dans nos enseignements en sciences de la santé d'une part. D'autre part, en fait, on se rend compte que si je fais en un mot le modèle de la culture, notamment selon Hofstede et le fameux modèle de l'oignon ou les différences en termes de domaine culturel, là c'est hyper intéressant et typiquement un seul exemple à vous donner, c'est que l'une des dimensions culturelles qui est le plus facilement ressentie, c'est la distance hiérarchique. On arrive, on est français, on est soignant et donc on nous regarde avec des étoiles dans les yeux en disant ce sont les sachants. Et tout le jeu en fait ça va être finalement de diminuer ou de se mettre au même niveau d'eux pour permettre justement une transférabilité et un développement par la suite, mais c'est un gros challenge. Et ça mérite encore plus d'être mieux compris dans cette région-là, qui est empreinte d'une histoire, notamment coloniale, très très forte. Alors pour répondre, la difficulté qu'on a eue, c'est qu'ils parlent français, il n'y a pas de souci. Par contre, quand on leur pose des questions et d'avoir vraiment leur ressenti, il faut qu'ils s'expriment en malgache. Et c'est ce qu'on n'a pas. C'est l'axe d'amélioration des prochaines formations, c'est qu'il nous faut tout le temps un traducteur. Parce qu'ils ne disent pas vraiment ce qu'ils pensent et donc c'est difficile. C'est d'autant plus intéressant que finalement, c'est l'accessibilité dans une sorte d'entretien d'explicitation à l'intime et à ce que l'autre pense vraiment. Et c'est toute la contrainte qu'on a de,
un niveau de français qui n'est pas le nôtre et qui a un niveau de français académique, et encore une fois, qui est très variable. Et donc, c'est tout l'enjeu qu'on a dans notre milieu à nous pour pouvoir améliorer nos formations. Merci beaucoup. Est-ce qu'une dernière question? Ah, une dernière, là, au milieu. Oui, bonjour. Merci pour la présentation. Donc moi, c'est la Guyane. Et au niveau de la Guyane, il y a effectivement les Amérindiens et les Noirs-Marrons. Donc ce n'est pas les Malgaches, ce sont des Français. Et c'est vrai que dans les centres de santé, ce serait intéressant de voir est-ce que c'est transposable ou pas. Ben voilà, je suis d'accord avec vous. En fait, il faut qu'on... Je pense que c'est en tout cas, c'est l'un des sujets majeurs qui nous anime, à savoir finalement cette prise en compte de la culture et dans la formation d'une part, mais finalement, c'est in fine former des professionnels de santé qui soient culturellement adaptés et qui puissent faire des soins culturellement adaptés. Et c'est cette capacité qu'on aura à se décentrer pour aller vers l'autre. Moi, je parle de mon milieu à moi, qui est l'océan Indien. Et on a énormément de choses à faire. Et spoiler alerte, il n'y a quasiment aucune étude qui s'est intéressée à la prise en compte de la culture dans les formations professionnalisantes en océan Indien. Je ne connais pas votre milieu, mais je pense que c'est d'autant plus intéressant à les regarder pour pouvoir améliorer encore une fois nos formations et la pertinence et la transférabilité. Merci, une belle idée de recherche future. Merci beaucoup. On va passer à la prochaine présentation. Pour la prochaine présentation, c'est le professeur Blaise Debien qui va nous parler de passeport GSU. Bonjour à tous. Passeport, on vient de voyager un peu là, très loin, mais en fait on va voyager un petit peu plus près, c'est-à-dire du côté de l'Occitanie. D'ailleurs, on en a un témoin ici, d'accord? Oui, il s'agit bien du crocodile Nîmois, et qui fait partie intégralement du projet. Alors, oui, il s'agit finalement d'un projet qui est territorial pour nous sur l'ensemble de la région, et ça émane vraiment d'un travail collaboratif du Résu Occitanie. En fait, la problématique, c'est de quoi? La problématique, c'est que quand on va voir nos DRH, et on leur demande, alors finalement, il y a combien de personnes qui sont titulaires de l'AFGSU dans la structure? Réponse, on ne sait pas. On va voir GESForm. Et puis, ils vont voir GESForm. Et puis, oui, finalement, on n'a pas tout à fait les mêmes chiffres entre la DRH, qui n'est pas forcément toujours renseignée, et puis l'autre côté, GESForm, qui est l'organisme qui passe par l'organisme de financement, l'OPCO de nos établissements. Et lorsque nous, au sein du CESU, on fait finalement l'inventaire, on n'a pas plus finalement le même chiffre. Donc on se retrouve à avoir des choses qui sont un peu aberrantes. Et quand vous avez une certification 3 mois après, que la direction vous dit combien il y a de personnes finalement de formées à la GSU, la réponse c'est finalement on a des chiffres qui ne sont pas du tout les mêmes les uns que les autres. Donc on s'est questionné, on s'est dit mais il faudrait peut-être finalement nous recentrer sur nos apprenants. Il faudrait peut-être finalement mobiliser nos apprenants, il faudrait peut-être les responsabiliser autour finalement d'un parcours de formation. Ce qui leur permet à ce moment-là de dire je suis peut-être à 3 ans et peut-être que dans l'année, il va falloir que je me forme. Et donc à ce moment-là, lors de l'entretien avec l'encadrement, je vais dire tu sais, l'année prochaine, il faut que je ne suis pas à jour, il faut que tu m'inscrives. Voilà. Donc l'idée étant finalement de responsabiliser et de recentrer finalement ce choix autour du professionnel. Et puis on a aussi des gens qui viennent de l'extérieur de notre établissement, on n'a pas forcément leur suivi. Et puis on a aussi des gens qui viennent en formation initiale. Ils étaient à l'IFSI, ils étaient dans les écoles, ou ils étaient à la faculté, et ils sont passés. Mais finalement, on n'en a pas les traces. Donc on a vraiment un problème d'exhaustivité sur les chiffres. Et vous rajoutez après, bien sûr, les logiciels informatiques, je ne citerai pas de nom. Alors là, ça devient encore plus compliqué. Donc, on s'est posé la question, on s'est dit, mais finalement, l'échelon de la région, là, finalement, on a une échelle territoriale avec, bien sûr, en Occitanie, beaucoup de gens viennent de l'extérieur parce qu'il y fait bon et il fait chaud. D'accord, on passe de bons moments, le territoire est plutôt agréable.
Il y a aussi des gens qui partent, hein, voilà. Mais en tout cas, il y a des flux qui sont importants. Mais tout de même, pas si important. Et puis nous, nos CESU aussi, on contractualise avec des organismes de formation. Et puis finalement, ces personnes qui vont être formées, dont on va valider leur FGSU, peut-être que ça peut aussi les intéresser. Et on s'est dit, on va finalement proposer une application qui serait une application régionale. Alors j'avance parce que je n'ai pas été aussi rapide là. Je parle beaucoup, voilà. Et je reviens maintenant à des choses beaucoup plus factuelles. Bon, en tout cas, sur la région, on a à peu près estimé que par an, on délivrait 23 000 attestations. Que ce soit des FGSU, que ce soit des SSE, que ce soit... Ah ben oui, mais finalement, on a aussi des gens qui viennent lors d'exercices. C'est important quand même, finalement, de les visualiser, en tout cas de les identifier. Donc, on avait vraiment un enjeu qui était important. Et puis, on a toujours ce problème donc, de réactualisation au bout de 4 ans. Et les apprenants, eux, se veulent tous se faire réactualiser. Ça, il n'y a pas de problème. Mais les contextes, aujourd'hui, dans les services, la possibilité de libérer, par exemple, le personnel, déjà un peu plus compliqué. Et donc, tout ça fait qu'il y a des oublis. Et ça a un coût. Et ça a un coût pour qui? Pour nos institutions. Pour, bien sûr, le côté RH, mais aussi le côté financement. Parce que quelqu'un qui a perdu finalement sa recertification, il va falloir qu'il fasse 3 jours de formation et ça coûte plus cher. Donc, il y avait un intérêt aussi, je dirais, institutionnel. Et puis, quand on s'est tourné vers l'ARS nous a dit « Ah oui, mais nous, finalement, ça nous intéresse aussi de savoir un peu qui est formé, en particulier dans le domaine des domaines SSE, parce qu'on aimerait savoir où on en est. Parce que nous, on en donne des chiffres, mais in fine, comment ça se passe ? Parce que territorialement, on ne sait pas non plus ce qui se passe géographiquement. Est-ce que, ah oui, autour de Montpellier, là, les gens, ils sont formés. Autour de Nîmes, on a vu qu'ils étaient très en avance sur cette question-là. Ils sont aussi bien formés sur Toulouse. Mais dans l'Ariège, au fin fond, finalement, des départements, est-ce que les gens sont aussi formés? Donc, finalement, on avait aussi une intention particulière qui était de savoir, les gens, enfin, nos apprenants, où ils se formaient, où sont-ils? Et pourquoi sont-ils formés? Donc, on a mis tout ça autour de la table et on s'est dit que le centre, c'était bien le patient, le partenaire lui-même. C'était pas le partenaire lui-même, c'était le professionnel lui-même et qu'il fallait lui donner quelque chose qui s'appelait une application. Et ça s'appelle le passeport GSU. Application donc régionale, plateforme donc innovante, co-développée avec une boîte montpelliéraine qui nous a fait de petits prix. L'idée étant finalement d'avoir un support sécurisé, hébergé en France, d'accord, aux mêmes normes de sécurité que des données patients, avec un suivi donc individuel. Des rappels automatiques. Ça, c'était notre intention cachée, d'accord ? On puisse finalement avoir des retours. Et puis, on s'est dit que cet espace-là, c'était fait pour tracer, mais, in fine, ça peut être aussi un support pédagogique. On sait très bien que la FGSU, au bout de 4 ans, on ne se souvient pas trop. Mais par contre, si on a des piqûres de rappel, si on permet à nos apprenants de se connecter sur une base et puis l'interroger, peut-être que finalement, ça permet de maintenir les connaissances et puis, pourquoi pas, les compétences. Voilà tout ça mélangé. On s'est réunis tous au niveau de l'Occitanie et on a dit banco. On est allé voir l'ARS et l'ARS nous a dit banco, on est capable de financer. Alors, bon, on s'est mis à travailler. Donc, on s'est tourné vers cette entreprise qui nous propose donc l'outil. Alors, les outils, finalement, il fallait qu'ils soient fiables. D'accord ? Oui, mais si l'apprenant, lorsqu'il a passé son FGSU, scanne, il va pouvoir donc remplir, il pourra avoir un profil, il va pouvoir renseigner des données qui sont des données complètement factuelles, à savoir les données FINES et RPPS. Ah oui, on va pouvoir finalement le localiser, pouvoir savoir où il se trouve. Il va pouvoir scanner ces différentes attestations, la participation à des exercices, par exemple.
On a vu qu'avec la certification, il faut participer à des exercices. Et puis, on va pouvoir déterminer des profils différents. Bien sûr, il y a un profil apprenant. On a dit que c'était centré sur l'apprenant. Et puis, on a aussi un profil formateur. C'est-à-dire que les formateurs, les différents CESU, pourront finalement interagir avec leurs apprenants et l'apprenant sur leur territoire. Et puis, aussi, bien sûr, un gestionnaire, ça c'est le RESU, qui permet finalement d'extraire des données, communiquer, envoyer aussi des documents aux apprenants. Mais on va pouvoir aussi extraire des données parce que l'ARS pourra à ce moment-là nous demander, ou tout simplement notre DRH, notre établissement. Voilà. L'idée, finalement, est de renseigner en permanence sur le territoire la répartition finalement des apprenants et pourquoi ils sont formés. Voilà, tout ça, ça nous a permis d'avancer. Alors, bien entendu, on travaille. Alors, on n'a pas mis Nîmes, je suis désolé pour nos amis nîmois, mais on va commencer d'abord sur Montpellier-Toulouse. Et puis, ça, c'est pour les 3 prochains mois. Et puis après, petit à petit, on va passer le vélo de Vidourle. Et puis, on va aller un petit peu plus loin, à l'ouest, aux confins de la région. Voilà, c'est notre projet, notre petit bébé pour 2026. On vous en parlera l'année prochaine. On vous proposera, par contre, des choses beaucoup plus factuelles et avec des éléments qui seront des éléments à confronter avec vous, parce que ça nous intéressera de toutes les façons. Et puis, on a une petite idée, c'est que ce modèle-là, s'il fonctionne, s'il est évalué, si ça marche, et peut-être que finalement, on pourra le proposer nationalement. Voilà. Merci à tous. Suite à la prochaine fois. Merci beaucoup, Blaise. C'est vrai que c'est un enjeu majeur qui intéresse nos directions, surtout à l'approche des certifications, mais qui devrait les intéresser beaucoup plus. En tout cas, chez nous, je ne sais pas si on atteint même les 15% de personnel à jour de FGSU, donc c'est quand même problématique. Est-ce que vous avez prévu du coup une évaluation du dispositif en termes de justement de pourcentage de réactualisation des personnels, etc. Et si oui, à combien de temps du dispositif ? Alors d'abord, il faut le créer. Donc, on a déjà les outils, c'est-à-dire qu'au niveau des RESU, on a déjà des documents qui sont des documents que l'on a déjà, je dirais, éprouvés depuis de nombreuses années. Donc, on va pouvoir mettre sur cette plateforme-là. À nous, bien entendu, de développer des supports, des quiz ou des vidéos. Et puis derrière, bien entendu, à la recherche de données. C'est sûr que la fréquentation, le fait d'aller sur la plateforme sera un indicateur qui sera important, mais il ne sera pas le seul. Et on verra que peut-être que certains étudiants en médecine en particulier, médecine d'urgence, ça les intéressera, j'en suis persuadé, et on pourra faire de la recherche. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, au deuxième rang. J'y allais. Merci beaucoup pour cette présentation, c'est très intéressant. Il y a un sujet qu'on a souvent, c'est aussi la courbe de désapprentissage. On va apprendre un geste, mais on ne va pas le réaliser. Est-ce que dans cette plateforme, ils vous renseignez, OK, j'ai fait des compressions thoraciques, parce qu'en fait, il y a des études qui montrent que si on ne le fait pas dans les 3 mois, on ne se réentraîne pas au geste, on désapprend. Et donc, peut-être, est-ce que j'ai été confrontée en situation réelle, ou est-ce que moi-même, je me suis entraînée, ce qui fait qu'on aura un suivi comme ça de la désapprentissage jusqu'à la prochaine FGSU, OK, mais 4 ans, ça fait loin. C'est justement l'intérêt, finalement, de cette application. Stimuler l'apprenant tout au long, finalement, de son parcours, c'est vraiment un enjeu pour nous. Et le mesurer l'effet, c'est le deuxième enjeu. Et ça, c'est vraiment une piste. C'est se donner des outils qui nous permettront, après, de pouvoir, justement, conclure. Ou pas. Pas d'autres questions ? Si. Ah oui, pardon.
C'est bon, c'est allumé? Ah bah oui, maintenant oui. Merci beaucoup. J'ai une question à vous poser, s'il vous plaît. Vous parliez d'une compétence du coup régionale. Si ça devait être déployé un petit peu plus, est-ce que ça resterait une compétence régionale par région, donc, ou est-ce que ça passerait sur une compétence nationale et sous couvert, par exemple, du ministère? Alors pour l'instant, ce n'est pas du tout évoqué sur l'histoire pour le ministère. En tout cas, je pense que la mesure régionale est une bonne mesure. C'est-à-dire qu'elle permet de développer un réseau. Tout seul, on ne peut pas. D'accord ? À deux, c'est mieux. Et lorsqu'on est sur un territoire, celui d'une région, un peu plus. Il ne faut pas oublier qu'il y a la dimension SSE aussi. Et on doit aussi se caler sur cette dimension-là. Donc, il n'y a pas de hasard. Je pense que la dimension régionale est importante. On a vu qu'on avait des profils différents, c'est-à-dire qu'on pourra mettre sur cette plateforme des contenus qui seront finalement liés au territoire. Oui. Et alors, la question qui va avec la première, finalement, c'est si ça reste au niveau régional, est-ce qu'il y aura quand même des interconnexions, par exemple, pour des gens qui se déplacent d'une région à l'autre ou pour des contenus d'une région qui peut changer par rapport à l'autre? Pour l'instant, ce n'est pas dans le cahier des charges, mais ça fait partie des choses qui sont tout à fait réalisables. Pour l'instant, l'objectif, c'est un objectif qui est régional et soutenu par l'ARS, en l'occurrence avec un financement, un cofinancement en tout cas au départ. Au bout de 2 années, on sera sur une base, ça c'est pour donner un petit peu l'ordre d'idée, ça nous coûtera 1 € par attestation délivrée. Donc c'est vraiment quelque chose qui est tout à fait finançable par tous. C'est l'ARS qui finance le début. Merci beaucoup. Je pense qu'on n'aura pas le temps pour d'autres questions. On va passer à la présentation suivante. Merci. Communication suivante. Donc Céline Morel-Chevillet du CESU 74. Évaluation radar pour les formateurs en GSU. Non, ça marche pas. J'avais pas vu que vous étiez si nombreux. Je suis parfaitement à l'aise. C'est top. Merci. Merci beaucoup au colloque de me permettre de relever ce défi. Et je m'appelle Céline Morel, je suis infirmière anesthésiste au CESU 74 à Annecy. Et il faut que je la tablette. Je vais vous passer une vidéo. On a proposé aux apprenants d'une formation quelconque de nous dire ce qu'ils avaient pensé de la formation et après des formateurs. C'était motivant. C'était intuitif. C'était enthousiasmant. C'était très motivant pour la suite. C'était interactif. C'était très interactif avec beaucoup d'échanges. C'était captivant. C'était convivial. C'était très intéressant. Disponible. Brillant. Sympathique et experte. La moustache. Énergique. Toute personne, enfin toute ressemblance avec une personne que vous avez déjà vue quelque part est purement fortuite. Donc c'est bien d'entendre ça parce que c'est gratifiant, ça fait du bien d'entendre qu'on a fait une bonne formation et en même temps sur le plan d'osimologie, ça nous apporte pas grand-chose. Pardon. Et je vais... L'histoire de cette évaluation radar, c'est celle-ci. C'est une formatrice qui est venue me voir en me disant en fait, moi, j'ai l'impression de faire des belles choses, mais je ne suis pas bien sûre de moi, je ne sais pas bien sur comment me positionner. Ah bah t'es là, toi. Viens. Et en plus, j'ai eu la chance cette année de suivre un DU de pédagogie à Amiens, où on a parlé des qualités des formateurs et des formatrices. Donc j'ai pris ces critères de qualité, je les ai transformés en indicateurs pour en faire des items d'évaluation. Ce qui nous permet de faire des auto-évaluations
les formateurs. Vous savez que nous, d'ailleurs, en tant que formateurs, on est toujours très objectifs et bienveillants envers nous-mêmes. Hein. Voilà, je pense. On peut relever ses faiblesses et ses points forts. Et puis, ça permet également de faire des hétéro-évaluations, c'est-à-dire les apprenants évaluent les formateurs. Donc, dans un souci de... Enfin, la comparaison n'est pas intéressante. Si on est deux formateurs, ça ne sert à rien que tout le monde évalue les deux formateurs pour qu'il y ait une comparaison entre les deux. L'intérêt, c'est d'avoir vraiment un retour sur un apprenant qui évalue un formateur. Et ce que je vous propose, c'est de le faire un peu en interactif. Si vous arrivez à scanner ce QR code-là, c'est l'aléa du direct, je ne sais pas du tout si ça marche. Oui, c'est normal. Normalement, vous devez avoir 3 petits points qui clignotent. Et je vous propose de répondre vous-même aux questions en auto-évaluation sur vous-même formateur. La première question, pour ceux qui ne sont pas connectés, c'est « Je maîtrise le temps ». Donc avec des items de 0 à 10. Enfin, de 1 à 10, pardon. Peut-être qu'on sature le serveur. Ça s'affiche sur vos écrans, les questions? Très bien. Je déroule assez vite, hein, vous faites au plus bienveillant pour vous-même. Vous ne l'avez pas fait parce que du coup, je n'ai pas de visibilité sur ce que ça marche ou pas. J'ai l'impression que ça fonctionne là. Oui. Et enfin, c'est la dernière question. Et pour finir, les résultats nous importent peu, ça vous permet, vous, simplement de vous situer comment est-ce que vous êtes, vous, en tant que formateur, en toute bienveillance. C'est un logiciel, d'ailleurs, entre parenthèses, je ne sais pas combien vous étiez à être connectés, mais de nombreuses personnes, ça s'appelle Digistorm, c'est entièrement gratuit. Et ça permet de faire des nuages de mots, ça permet de faire des sondages, et a priori, on peut se connecter à plus de 100. Je n'avais pas vraiment testé avant. Donc, si on reprend les critères, valorise les points forts, fait preuve d'adaptabilité, sollicite les apprenants qui participent le moins, effectue des synthèses régulières, favorise les interactions entre les apprenants, fait le lien avec le quotidien soignant, fait émerger les connaissances antérieures des soignants, est à l'aise avec le sujet, fait preuve de capacité d'écoute et maîtrise le temps. Ces critères-là, ils sont intéressants dans ce format-là, et nous, on a choisi de faire un format en graphique radar, en toile d'araignée, ou encore diagramme de Kivia, enfin, il a plein de noms celui-ci, ce qui permet d'avoir une visibilité graphique. Et donc je vous le montre, on ne voit pas très bien, mais enfin, vous comprenez le principe, c'est qu'on va mettre son point au plus loin du centre, pour plus le critère est élevé. Vous retrouvez évidemment en poster. Et pour montrer à mon chef que je suis très forte en informatique, je vous propose le QR code pour récupérer le PDF de l'évaluation. Je crois que c'est la fin. Ah, je reviens.
Alors, normalement, c'est un QR code gratuit, il y a de la pub, mais il ne faut surtout pas donner votre numéro de carte bleue. Enfin, sauf à moi, si vous voulez, mais... Il y a une publicité qu'il faut zapper et ensuite vous avez le PDF. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci Céline. Est-ce qu'il y a des questions ? Moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Effectivement, comme le disait Thierry Pellassia hier, finalement, si on demande juste aux apprenants est-ce qu'ils sont contents, ils sont toujours contents, parce qu'on prend soin d'eux pendant une journée, ils sont en petits groupes, ils font des choses qui les sortent du quotidien. Et donc, c'est très intéressant d'avoir des critères plus objectifs d'évaluation de la formation et des formateurs. J'avais une question, qu'est-ce que vous en faites après en pratique, une fois qu'il y a eu cette évaluation-là? Est-ce que vous travaillez là-dessus avec les formateurs? L'objectif, c'est que ça fasse partie de l'évaluation annuelle du formateur, ouais. Enfin, des demandes d'évaluation. Merci. Merci beaucoup. Merci. Communication suivante, Émilie Rimbert du CESU 80 sur le programme e-learning sur le thème de l'arrêt cardiaque. Alors, je m'installe. J'ai ramené du soutien et un ami. Voilà. Juste que ça tienne. Voilà. Et pour passer les diapos, il faut... Très bien. Comment ? C'est ça. Allez, alors je vais vous exposer notre travail et puis ça va faire du lien avec des choses qu'on a déjà entendues. Donc moi, je suis Rimbert Émilie, infirmière enseignante au CESU d'Amiens. Et je vais vous présenter notre travail portant sur un programme d'e-learning institutionnel au CHU. Ce travail a été réalisé en collaboration avec l'équipe logistique de Simu Santé. Alors, le contexte. Le CHU d'Amiens-Picardie, c'est 7500 personnes. La formation à l'urgence vitale est une obligation institutionnelle. Et puis, le service qualité organise des sensibilisations. Et en 2024, elle décide de lancer un programme de e-learning sur la prise en charge de l'arrêt cardiaque intra-hospitalier. De ce fait, elle s'est rapprochée du CESU 80 pour son expertise sur les soins d'urgence et le respect des bonnes pratiques, et du service logistique numérique de Simu Santé. Alors, ce programme e-learning, sa construction et sa diffusion. Vous avez ici des modèles. Donc, à partir d'une vidéo de prise en charge globale, de la prise en charge d'un arrêt cardiaque intra-hospitalier dans un service conventionnel en équipe pluriprofessionnelle, des capsules vidéo thématiques ont été extraites. Vous avez ici notamment celui de l'alerte et de la ventilation. La diffusion du contenu pédagogique a été envoyée sur le mail personnel et individuel de chaque personnel. Ces liens étaient toujours en lien, désolée pour 2 fois le mot lien, avec les recommandations de l'ERC et les procédures d'urgence vitale interne du CHU. Chaque mois, l'ensemble du personnel recevait un rappel avec un lien hébergeant un hub sur une plateforme. Alors, voici notre calendrier, notre agenda annuel. Donc, en janvier, lancement du programme par le service de qualité sur l'idée de la sensibilisation. Et tous les 15 du mois, le personnel recevait ce rappel de lien, le 15 étant notre numéro d'urgence vitale. En février, la diffusion de la prise en charge globale. On pourrait la considérer comme une démonstration à vitesse réelle complète de la prise en charge. Puis, de mars à septembre, les capsules thématiques sur cette prise en charge respectant l'algorithme de l'arrêt cardiaque. Donc l'alerte, le massage cardiaque, le DSA, voilà, tout s'enchaînait. Et puis en octobre, de nouveau la vidéo de la prise en charge globale de l'arrêt cardiaque en termes de synthèse. Et puis en fin d'année, l'évaluation du programme
à l'aide de quiz, et fin du programme de sensibilisation au bout d'une année. Ces capsules vidéo duraient de 30 secondes à 3 minutes. Donc, les objectifs de notre évaluation portaient sur 2 thématiques, et notamment de mesurer les connaissances des personnels par rapport à ces capsules thématiques, vérifier l'impact qu'ont eu ces capsules thématiques sur leurs connaissances, et d'étudier l'engagement vis-à-vis de l'envoi institutionnel, c'est-à-dire comment le personnel a interagi avec cette plateforme numérique. Donc, au niveau méthodologie, c'était une étude observationnelle monocentrique et analytique. Nous avons créé 2 cohortes à partir de cette question, la quantité de visionnage, c'est-à-dire que nous avons retenu 2 groupes. Le groupe sensibilisé, ceux qui ont suivi toutes ou quasiment toutes les vidéos, et le groupe non sensibilisé, ceux qui n'ont regardé aucune vidéo ou une seule capsule vidéo. Il fallait bien évidemment qu'ils aient un mail actif, et puis ont été exclus spontanément les gens qui ont refusé de participer à l'étude. Donc l'évaluation s'est portée sur 3 orientations: les connaissances, le ressenti et l'engagement. Donc par rapport aux connaissances, ça a été un questionnaire en lien avec les capsules vidéo. Un pré-questionnaire de 15 QCM avait été établi par le service de qualité qui n'a pas été retenu. La problématique de ce questionnaire, c'est qu'il demandait des réponses à prioriser, pouvant entraîner multiples réponses. Et donc, un questionnaire post-programme de 11 QCM a été établi avec un panel d'experts ciblé sur la prise en charge de l'arrêt cardiaque. Sur le ressenti, c'est une échelle de Likert à 4 items qui a été choisie. L'idée était, ce programme vous paraît-il adapté? Et puis, par rapport à l'engagement, on a analysé la quantité de visionnage de vidéos et aussi, de manière qualitative, combien ces vidéos étaient visionnées par mois. Alors, au niveau des résultats, on a eu 394 répondants, 201 inclus, avec le groupe sensibilisé et le groupe non sensibilisé. En termes de visionnage, on a eu quand même 67% en termes de personnes, et puis 96% ont apprécié ce programme. Alors, concernant l'objectif numéro 1, évaluer l'impact sur les connaissances, de manière générale, il n'y a pas eu de différence significative entre les 2 groupes, entre le groupe sensibilisé et le groupe non sensibilisé. Une des difficultés que nous avons eues, c'est qu'il n'y avait pas d'individualisation possible des réponses. Ce mail a été envoyé à l'ensemble du personnel, je vous rappelle, 7700 personnes, médicaux, non paramédicaux, services techniques. Donc, il nous a été incapable de définir leurs fonctions, leurs services, leur ancienneté, leur dernière date de formation. Donc, on ne sait pas si c'était du personnel aguerri à l'urgence ou pas. Enfin, voilà. Si on a été plus fin en analysant les questions par item, on se rend compte que malgré tout, dans les 2 groupes, il reste des méconnaissances, et notamment l'alternance massage cardiaque-ventilation, l'utilisation de la myodarone, et sur les compétences, il y avait encore des difficultés dans les 2 groupes. Si on fait une analyse des bonnes réponses, le groupe non sensibilisé obtient une moyenne de 4,2 et le groupe sensibilisé une moyenne de 4,5. Concernant l'analyse du comportement d'usage, donc voici la tendance de nombre de visionnages et par mois également. Alors, on note au début une adhésion croissante, une montée en puissance, et puis on se rend compte que rapidement et durablement, au bout du 4e mois, une chute du nombre de connexions s'installe. C'est vraiment une courbe en cloche, puisqu'au niveau du 7e mois, on a noté un rebond, et cette vidéo était la préparation des thérapeutiques. Donc on peut se dire que la perception de la valeur de la tâche, là, a fait qu'à un moment donné, les soignants se sont dit ça, cette vidéo-là, elle m'intéresse, et ça a remonté notre courbe, et puis petit à petit, ça a décroché après. Donc, en conclusion, le programme e-learning démontre sa capacité à diffuser largement l'information.
Mais son adhésion reste limitée dans le temps. On voit cette courbe d'abandon. Les vidéos restaient disponibles. Elles ont été vues le mois de la parution, mais n'ont pas été revues après. Ils n'ont pas été les réexploités, les recherchés. Et donc, on s'aperçoit que le tout numérique ne suffit pas. C'est ce qu'on sait, et qu'il ne suffit pas à lui-même. Donc, dans les perspectives, proposer une navigation plus dynamique et plus fluide. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, c'est dans l'idée, mais de ce qu'on fait au quotidien sur nos téléphones, un clic, un scroll, les vidéos qui s'enchaînent, de pouvoir enchaîner rapidement les choses. Stimuler l'engagement et l'ancrage mémoriel, c'est avoir la possibilité de feedback immédiat, de mini-questionnaires à la fin de chaque capsule, de pouvoir y intégrer de la ludopédagogie, du classement, du score, quelque chose qui challenge. Favoriser l'utilisation régulière et spontanée, c'est vraiment ne pas avoir recours à cette plateforme, ce lien hub qui demandait le mail, le lien, la plateforme, la connexion, qui a limité l'utilisation, et des vidéos qui sont très courtes. Les vidéos sont à l'idéal, mais on est vraiment ça sur nos téléphones, c'est 10-20 secondes d'attention, voilà, ce qui est assez compliqué quand même sur la prise en charge de l'arrêt cardiaque, mais il faut quand même qu'on réfléchisse à nos modalités. Combiner les activités d'apprentissage, favoriser le modèle hybride. Le tout numérique ne se suffit pas. Il prépare, il anticipe au présentiel la possibilité d'échanger, la remédiation des gestes, ce que vous disiez, tant qu'on ne pratique pas les 4 ans. Donc, il peut être un outil alternatif, mais il faut forcément du présentiel et de l'entraînement. Et puis, renforcer l'apprentissage collaboratif, c'est la possibilité de laisser des commentaires, de partager les vidéos, bref, utiliser les codes des réseaux sociaux, de pouvoir liker, par exemple. Et donc, pour ça, je vous propose de liker notre poster à ce sujet, de pouvoir s'y retrouver si vous voulez en discuter de manière plus libre et moins stressée. Voilà. Alors, j'ai encore une petite conclusion. Pardon. Donc, c'est un outil interactif qui montre ses limites, qui met en évidence la faisabilité d'un programme institutionnel. Ça a vraiment été un partage avec le service de qualité. Il montre des conditions nécessaires à son efficacité, c'est les perspectives, et il peut être un outil durable d'amélioration professionnelle en situation d'urgence vitale. Je vous remercie. Merci Émilie pour cette présentation. Y a-t-il des questions ? Vous avez créé ces capsules entre formateurs ? Oui, oui, alors c'est une vidéo qui a été faite en équipe avec les formateurs au sein du CESU. La vidéo initiale, c'était un médecin qui venait faire la consultation du patient, qui ouvre la chambre, enfin qui rentre dans la chambre, et c'est le médecin qui découvre le patient en arrêt et qui fait appel en renfort à l'équipe composée de 2 infirmiers, un aide-soignant. Voilà. Donc on a filmé cette vidéo complète et puis après on a réussi à extraire les vidéos pour respecter l'algorithme de la prise en charge. D'accord. Juste une question, on voyait c'était en 2. Ah, il y a une autre question. Bonjour, merci pour votre présentation. Vous parliez de l'évaluation, vous avez parlé de l'évaluation des connaissances. Est-ce qu'au niveau 3 de Cœur Patrick, il y a eu une évaluation dans les services, il y a eu des changements au niveau des pratiques, du chariot d'urgence ou autre chose suite aux vidéos ? Ça n'a pas été fait. Par contre, on a maintenu notre collaboration avec le service de qualité, où on s'est rendu compte qu'effectivement, cette sensibilisation, maintenant qu'on avait ce constat, qu'est-ce qu'on en faisait ? Et donc là, dans la démarche, c'est de faire des simulations in situ dans les services pour justement pouvoir, qui nous servent de modèle hybride peut-être, avoir préparé, et puis on arrive avec la fidélité de leur réalité et qu'on puisse s'adapter et répondre immédiatement. Donc, merci. Merci beaucoup. C'est tout bon ? Je laisse le compagnon.
On va passer à la dernière présentation du docteur Alexandra Maurine qui va nous parler des écosses facultaires. Oups, ça commence bien. Entre le phoque et le crocodile. Peut-être que je vais me noyer, hein, finalement. Alors, merci. Donc, pour faire avancer. Ok. Donc, je me présente. Je suis Alexandra Maurine. Je suis infirmière de profession et docteur en sciences de l'éducation. Aujourd'hui, depuis 4 ans, ingénieure au CESU 34. Donc, je vais vous présenter un travail d'équipe du CESU. Cette équipe elle est constituée de 2 enseignants, d'un technicien supérieur, un cadre de santé et un médecin responsable, ainsi que des secrétaires et moi-même. Donc, ce travail, c'est une évaluation d'un dispositif de formation qui a été proposé aux étudiants en médecine de 2e année dans le cadre de leur formation aux gestes et soins d'urgence. Nous l'avons intitulé « Jamais la première fois sur un patient » et l'évaluation a porté principalement sur la plus-value plus que la pertinence des partenaires standardisés, puisque ceci a été maintes fois démontré dans le passé. Alors, la diapo verte, c'est ça ? La grosse, ah oui, voilà. Le dispositif ECOS, qui a été introduit dans les facultés de médecine, est un mode d'évaluation qui se fait notamment lors du 3e cycle de formation. Et ce dispositif nécessite, je cite, la mobilisation et la combinaison de ressources de divers domaines, cognitifs, affectifs, etc., sensorimoteurs. Ce dispositif induit donc la participation des partenaires standardisés. Cependant, il a été constaté que les étudiants avaient du mal à réaliser leur examen clinique sur les partenaires standardisés. Cet examen lésionnel nécessite le besoin de toucher, qui est difficilement réalisé. Ceci donc entraîne un biais cognitif et perturbe l'évaluation. Donc, nous avons entraîné nos partenaires standardisés et nous les avons formés à jouer leur rôle dans une situation clinique de manière donc standardisée, fiable et reproductible. L'objectif était de créer un environnement réaliste, stimulant et propice à une communication professionnelle efficace. Donc, le public concerné sont 145 étudiants en médecine lors du J2 de la FGSU2. Ils ont été mis en situation de malaise, de douleurs thoraciques, traumatisme osseux et AVC, sepsis, plaies et brûlures. Il y avait donc la participation de partenaires standardisés, qui étaient donc des acteurs formés, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, avec des règles de sécurité, de la juste distance, et ils ont aussi appris quels pouvaient être les gestes techniques qui allaient être autorisés. Ce dispositif a été réalisé dans le cadre d'un projet pédagogique qui s'appelle le projet ProPéda, et le CESU 34 a souhaité améliorer les compétences cliniques, la communication et la prise de décision des étudiants en médecine en les exposant à une variété de cas cliniques et de situations médicales simulées lors de leur formation aux gestes et soins d'urgence. Donc, ce que je vais vous présenter, c'est les résultats obtenus. Donc, par rapport à ces résultats, alors, je voulais juste dire que si vous avez des questions concernant ces résultats, qui sont des résultats donc, statistiques, ce sera à Blaise de Bien que vous pourrez poser la question, parce que moi, je ne suis pas forcément des plus aguerris dans le domaine.
je suis consciente de ça. Par contre, on constate que la satisfaction globale des apprenants est plutôt significative, que la présence des partenaires standardisés est jugée essentielle par les apprenants, qu'ils notent le réalisme et la cohérence des partenaires standardisés, qui est une excellente évaluation par les étudiants. Mais en dernier recours, on parlera de l'impact pédagogique, puisque nous avons réalisé un nuage de mots et on note l'amélioration de leur aisance, du confort relationnel et de la meilleure préparation aux Écosses à terme. Alors, ce que nous n'avons pas montré dans les résultats, ce sont le retour des formateurs lors de ces AFGSU 2. Et les formateurs qui réalisaient ces formations nous ont tous dit que ça a été aussi un confort pour eux d'avoir un partenaire standardisé. Alors, ce qui est intéressant dans cette diapo, c'est de voir les indicateurs qui ont été évalués. Donc ceci est une représentation graphique qui montre les réponses obtenues à partir des questionnaires réalisés en post-formation, l'évaluation de la pertinence des partenaires standardisés lors de sessions a porté sur un certain nombre d'indicateurs qui sont la réponse naturelle des partenaires standardisés lors des sessions de simulation, leur authenticité. Les partenaires standardisés ont été évalués par les apprenants comme ne jouant pas de rôle, ne dissimulant pas non plus d'informations, on va dire, qui pourraient les mettre en difficulté. Ils restent dans leur rôle. Par contre, ils pensent qu'ils les mettent un petit peu au défi. Et ça tombe bien, car effectivement, un de nos objectifs était de favoriser finalement le questionnement des apprenants lors des situations que nous avons fait simuler aux partenaires standardisés, et j'y reviendrai en conclusion. Ensuite, les partenaires standardisés représentent pour les apprenants des patients réalistes. Et enfin, ils jugent de leur apparence adaptée. En conclusion, on peut dire que l'AFGSU est un cadre idéal pour débuter l'examen clinique sur les partenaires standardisés. Cela renforce le réalisme des situations et l'engagement des étudiants. Cela développe la communication et l'attitude professionnelle. Ça leur permet de se préparer efficacement aux Écosses. Et donc, ça n'est pas une première fois pour eux lorsqu'ils seront véritablement mis en situation lors des Écosses. Enfin, ça structure la culture de la simulation lors des formations en santé. Et pour ouvrir le débat, aujourd'hui, au sein du CESU, nous nous interrogeons sur l'apport des partenaires standardisés dans la mise au défi des apprenants, principalement sur le doute dans le développement de la compétence raisonnement clinique. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. J'avais une question. Est-ce que vous avez prévu, ou est-ce que ça a été fait, de faire une réévaluation du ressenti, ou peu importe, après les Écosses facultaires ? Non, puisque ce sont des étudiants qu'on a fait 2 sessions, donc 2 années de suite. Et donc, lorsqu'ils auront passé leur Écosse, effectivement, ce serait intéressant d'évaluer comment ils se sont sentis. Mais il faudrait dès aujourd'hui prévoir une évaluation auprès des étudiants qui n'ont pas vécu la FGSU telle que nous l'avons formalisée. Oui. Effectivement, ça serait intéressant. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît ?
Merci. Merci pour votre présentation, c'était très intéressant. Une question pratique. Vos participants standardisés, ce sont des acteurs que vous avez payés. C'était qui ? Effectivement, les partenaires standardisés font partie d'un groupe que nous avons créé, mais qui sont des partenaires standardisés qui interviennent aussi au sein des écosses facultaires, puisque le CESU 34 œuvre sur la faculté de médecine et nous avons cette chance de pouvoir partager nos ressources et notamment les partenaires standardisés. Donc nous avons effectivement fait appel à leur service et nous les avons formés en amont. Alors on les a formés à un AFGSU 1, puisqu'ils ne sont pas forcément tous soignants. Et ensuite, nous les avons convoqués pendant une journée et nous avons lu ensemble les scénarios que nous avions prévu de réaliser. Et l'objectif était effectivement d'harmoniser leur jeu, mais aussi de leur expliquer comment ils pouvaient jouer pour produire tel ou tel effet sur les étudiants. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous.